Alors, donc, et il nous reste à voir le cas de l'étymologie populaire, qui sera donc le dernier point que nous examinerons dans le cadre de cette réflexion sur le caractère iconique au sens de l'iconicité diagrammatique des unités lexicales. Donc j'ai rappelé ici l'origine de cette expression étymologie populaire, Volksetymologie, c'est un terme allemand qui vient du milieu du XIXe siècle. Alors, quel genre de phénomène vise-t-on lorsqu'on parle d'étymologie populaire ? Je vais d'abord vous donner quelques exemples, et ensuite je vous proposerai une analyse inspirée d'un article de Marie-Josée Béglin. Je vous mettrai l'intégralité de l'article, qui est un article très facile à lire, tout à fait abordable pour des étudiants de licence. Donc je vous demande de le lire. Il sera mis en ligne comme document à côté du PowerPoint du cours. Alors, premier exemple, l'exemple du hamburger. Je ne sais pas si vous savez, mais le hamburger, son étymologie, c'est que ça vient de la ville de Hambourg. C'est le sandwich qu'on mange dans la ville de Hambourg. Bon. Donc, dans hamburger, ham ne signifie pas jambon. Ça ne se découpe pas en ham, jambon et burger, pain. Bon. Donc, le phénomène qui consiste à fabriquer cheeseburger et tout ce que vous voulez, burger, ou même un burger, c'est de l'étymologie populaire. C'est-à-dire c'est fondé sur un découpage qui n'a aucune réalité étymologique. Deuxième cas, assez courant, je crois, quand on parle des jours ouvrables. Les jours ouvrables, la plupart du temps, les locuteurs du français contemporain comprennent que les jours ouvrables, ce sont les jours où le magasin est ouvert. Mais en réalité, ouvrable ne vient pas de ouvrir. Étymologiquement, ouvrable vient de œuvrer, c'est-à-dire travailler, operare en latin. Donc, on a là aussi une sorte d'erreur au sens de l'étymologie, mais qui a un sens tout de même, puisque, effectivement, les jours ouvrables, ce sont effectivement les jours où les magasins sont ouverts. Et il se trouve que ouvrir coïncide avec œuvrer, et d'ailleurs est beaucoup plus reconnaissable, évidemment, que pour reconnaître œuvrer au sens de travailler dans ouvrable, évidemment, il faut avoir des connaissances historiques qu'un locuteur normal n'a pas forcément du tout. Autre exemple très simple et très connu, l'exemple du bikini. Un bikini, c'est-à-dire un maillot de bain à 2 pièces, l'origine du mot, c'est une île qui s'appelle, c'est un nom propre, c'est l'île de Bikini. Bon. Mais, enfin, ça désignait d'abord un maillot de bain, enfin un vêtement pour se baigner, et puis ensuite on l'a interprété en prenant la première syllabe bi comme signifiant deux, comme un maillot de bain à 2 morceaux, le haut, le bas, et puis du coup on peut fabriquer monokini. Voire même on trouve 0 kini pour les naturistes. Donc je veux dire que kini devient une base qui ne vient de rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire kini? Bon. Alors, tous ces cas sont des cas de remotivation qui ressemblent beaucoup à des remotivations du langage enfantin. Là, je vous donne quelques exemples attestés. Cet exemple-là, Apotélos le donne aussi, mais je l'ai déjà entendu, et les autres sont des exemples attestés. Un enfant, pour désigner une toile d'araignée, très souvent, il dit une étoile d'araignée, au lieu d'une toile d'araignée. Parce qu'évidemment, ça ressemble à une étoile, et puis toile, ça veut rien dire pour lui. Bon. Un médicament, compris comme un petit cament, parce qu'un médicament, c'est petit. Bon, mais donc vous voyez à quel point donc médicament n'est pas du tout lié à médical, qui pour un enfant de 3-4 ans n'a pas vraiment de sens, mais il va chercher à interpréter quand même. Donc il comprend, il déforme même et il comprend petit cament. La pâte à modeler, ça on entend aussi, c'est la patate modelée.
Parce que la pâte à modeler, c'est une boule, ça ressemble donc à une pomme de terre, une patate, et donc l'idée, le lien entre pâte à modeler et pâte à crêpes, par exemple, est impossible à faire pour un enfant. Donc quand il entend pâte à modeler, il entend patate modelée. Hein. Bon, donc toutes ces reconfigurations enfantines, là, ces reconstructions de sens, ces remotivations, qui sont fautives, bien sûr. Hein. Là, dans le cas du langage enfantin, elles sont fautives. Elles ont une justification à chaque fois, mais elles sont du même ordre que l'étymologie populaire. Alors, voyons donc ce qu'en dit Marie-Josée Béglin dans un article intitulé « Étymologie populaire et construction du savoir lexical ». Alors, la première chose qu'elle remarque, c'est que la frontière qu'on croit parfois évidente entre étymologie populaire et étymologie savante, au fond, est beaucoup plus perméable que ce qu'on imagine parfois. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire pour autant que les étymologies populaires sont de même nature que les étymologies savantes. Bien sûr, le savoir historique est un savoir, est une véritable connaissance. C'est-à-dire qu'on peut avoir des preuves, des arguments permettant de montrer qu'un mot historiquement provient de tel ou tel autre mot, autre forme, de la même langue à un état plus ancien ou d'une autre langue. Bon. Mais ça, ce sont des connaissances, disons, savantes. D'accord ? Ces connaissances savantes ne jouent aucun rôle dans la vie réelle et quotidienne du langage. On ne peut pas demander aux gens qui parlent le français de connaître l'étymologie, et ça ne sert à rien. Je veux dire, on peut parfaitement parler français sans avoir la moindre idée de l'histoire de la langue et, au fond, se débrouiller très bien pour se faire comprendre, etc., etc. Donc, maîtriser une langue, le fait linguistique lui-même, au plan cognitif, n'a rien à voir avec des connaissances historiques. En revanche, les processus cognitifs mis en œuvre dans le cas des étymologies populaires, ce sont des processus cognitifs réels. Ce sont des processus cognitifs réels. Alors, c'est ça qui va faire la différence. Certes, l'étymologie populaire et l'étymologie tout court correspond à l'étymologie savante. Elle a une réalité, il y a des explications, et ce type de connaissance est un type de connaissance historique sérieux, hein, mais c'est un type de connaissance qui ne joue aucun rôle au plan cognitif dans l'utilisation du langage, sauf éventuellement pour la personne qui a des connaissances historiques et qui, du coup, on a vu quelques exemples tout à l'heure, peut avoir des possibilités de diagrammaticité un peu plus grandes que quelqu'un qui ne les a pas, ces connaissances. Elles servent bien à quelque chose tout de même, hein, mais on ne peut pas considérer qu'elles ont une valeur générale. Et en revanche, ce qu'on va voir, c'est que les processus mis en œuvre dans le cas de l'étymologie populaire correspondent, eux, à des véritables processus cognitifs réels, même si l'étymologie populaire est fondée souvent sur des analyses fautives. Alors, elle part de quelques exemples particulièrement, disons, fantaisistes, hein, qui sont, d'après elle, attestés, hein, qu'elle prétend, on a toutes les raisons de la croire, bien entendu, hein, ce sont des exemples qu'elle a entendus ou qu'elle a lus, etc. Alors, la tour Eiffel doit son nom au fait qu'elle est effilée, hein, Eiffel effilée. Notre pays s'appelait la Gaule parce que ses habitants allaient à la pêche. Je précise pour les étudiants étrangers que la Gaule, ça désigne la canne à pêche. C'est un autre nom pour dire la canne pour pêcher. Hein. Troisième exemple, le pin sylvestre est appelé ainsi parce qu'on le plante le dernier jour de l'année, c'est qu'on appelle la Saint-Sylvestre. Hein. L'encyclopédie, c'est le pays des cyclopes. Bon, oui, pourquoi pas. Et la décadence, c'est une danse de 10 personnes. Hein. C'est un exemple qui est donc rapporté par Bally. Alors, on va le faire on va procéder en deux temps. Je vais synthétiser, si vous voulez, très rapidement l'article de Béglin en deux temps. D'une part, on va voir qu'il y a 3 cas de figure intéressants qui touchent au problème de la frontière entre étymologie populaire et étymologie savante, et ensuite on verra les différents types de processus mis en œuvre dans l'étymologie populaire. Alors, 3 cas donc peuvent être distingués. Dans les cas que je viens d'énumérer, Tour Eiffel, encyclopédie, on a
de fausses étymologies qui sont vraiment sans lien avec une réalité linguistique quelle qu'elle soit. Je veux dire, il n'y a aucune stabilité, aucune généralité du fait d'interpréter Eiffel dans Tour Eiffel comme effilé, comme étant en rapport avec effilé. Donc, il s'agit là d'erreurs individuelles ou de jeux de mots. Seulement, ces jeux de mots sont éventuellement exploitables. Alors, du coup, l'exemple de Bali, la décadence, danse de 10 personnes, m'a rappelé cette chanson de Serge Gainsbourg, la décadence avec danse, qui donc, je veux dire, c'est le même genre d'analyse, sauf que au lieu d'interpréter déca au sens de 10, Gainsbourg retient le lien entre une danse, donc là qui est une interprétation fantaisiste de décadence, puisqu'il l'écrit en plus différemment, une danse et l'idée de décadence. Bon, vous lirez les paroles si vous voulez, vous comprendrez tout de suite le lien. Donc là, du coup, on passe à une étape, c'est plus une étape seulement individuelle, c'est-à-dire que effectivement, ce jeu de mots est exploité pour fabriquer une chanson, mais on peut imaginer en prenant, il y a des auteurs qui sont un peu connus pour ça, Léris, Ponge, etc., des auteurs contemporains qui ont assez systématiquement exploité les ressources du vocabulaire pour fabriquer des jeux de mots. On peut aussi penser, par exemple, à certaines analyses psychanalytiques de type lacanien, etc., où le jeu sur le signifiant est important et est significatif. Donc là, il y a quand même une gradation entre la fantaisie parfaitement individuelle et puis l'idée qui peut avoir, qui est individuelle certes au départ, mais qui peut avoir une certaine signification plus générale. Deuxième cas de figure, dans le cas de ouvrables, mais aussi de bikini, de hamburger, je donne aussi pavaner là, que Béglin cite comme exemple. Alors pavaner, c'est un verbe qui est issu de l'italien dialectal pavana, de padovana, danse de Padoue. Donc dans pavaner, il y a Padoue, mais il n'y a pas du tout pan. Pavaner, or pavaner, on l'interprète souvent comme étant la danse du pan. Parce que pan vient du latin pavo, pavonis, donc il y a une sorte de proximité. Et d'après ce qu'elle dit, même le petit Robert donne ce lien entre se pavaner et danser comme un pan. Bref. Donc, dans tous ces cas, on a de fausses étymologies, certes. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure pour, par exemple, bikini ou pour hamburger, ces fausses étymologies sont devenues de véritables réalités linguistiques. Le mot, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais je suppose que le mot monokini est dans les dictionnaires, tout au moins dans certains. Et donc ça veut dire que c'est un mot qui est enregistré par la langue, qui est connu de beaucoup de gens, et qui est une vraie réalité linguistique. Donc là, vous voyez que une fausse étymologie est devenue une réalité linguistique. Donc c'est pas juste de la fantaisie, c'est le fonctionnement réel du langage. Et puis alors il y a le cas inverse. Alors ça c'est un exemple, c'est assez astucieux de la part de Béglin d'avoir donné ce cas parallèle. Alors elle a pris cet exemple, un écrit publicitaire, une publicité pour des stages créatifs par le dessin et la peinture, publicité qui est rédigée ici, maintenant, avec main en italique. Ici, maintenant. Donc, avec cette idée que, comme on fait des choses avec ses mains, donc il y a un jeu de mots entre maintenant et le mot main. Alors, ce qu'on peut considérer, c'est que pour la plupart des locuteurs, ce jeu de mots entre main et maintenant serait un peu perçu comme étant du même ordre que effilé Tour Eiffel. D'accord ? Sauf que, en fait, cette analyse correspond à la réalité de l'étymologie. L'étymologie de maintenant est une étymologie latine, manu tenendo, où le terme main apparaît réellement. Donc on est dans un cas inverse
du précédent où on avait une fausse étymologie qui était devenue une réalité linguistique, on a là une étymologie exacte, mais qui donne l'impression d'être fausse, qui donne l'impression d'être un simple jeu de mots fantaisiste. Donc vous voyez que la frontière entre étymologie savante, qui est la seule chose sérieuse, et étymologie populaire, qui est de la pure fantaisie, qui n'a aucun intérêt autre que humoristique à la limite, hein, eh bien, cette opposition est loin d'être valable. D'accord ? Alors maintenant, voyons quelles sont les procédures qui sont mises en œuvre dans les phénomènes d'étymologie populaire. Alors, Béglin distingue deux procédures, des procédures qui jouent sur l'organisation des unités lexicales et d'autres procédures qui jouent plutôt sur l'analyse syntagmatique. Alors, pour ce qui concerne les procédures reposant sur l'organisation des unités lexicales, grosso modo, les deux procédés principaux sont les deux procédés principaux sont très proches, hein. Il s'agit simplement de relier des signifiés sur la base d'une proximité ou d'une identité des signifiants. Donc les deux cas qu'on peut distinguer, c'est le cas où les deux signifiants sont identiques pour des signifiés différents et que cette identité conduit à rapprocher les signifiés. Et l'autre cas, c'est donc les deux signifiants sont non pas identiques mais similaires, proches, et du coup on va rapprocher les signifiés qui correspondent à ces signifiants. Alors, l'exemple qu'elle donne pour le premier cas, donc, où on établit des connexités de signification entre des unités dont les signifiants sont identiques, c'est un exemple tiré d'un titre de presse. Elle était légère et elle volait. Donc volait au sens d'une voleuse, hein, de quelqu'un qui subtilise des choses. Voilà. Donc, vous voyez que là, c'est un jeu sur voler au sens d'aller dans les airs et voler au sens de dérober, subtiliser. Donc, on a aussi dans le jeu de mots, dans ce titre, un jeu sur légère, c'est-à-dire légère au sens de la légèreté morale, qui correspond au sens de voler, dérober, subtiliser, et légère au sens physique, peu de poids, qui correspond à l'autre sens de voler, c'est-à-dire aller dans les airs. Vous voyez ? Bon. Deuxième cas de figure, donc le cas où le lien sémantique est fondé sur une simple similarité des signifiants. Alors ça, c'est très courant, hein. Alors là, elle donne comme exemple « assumer, c'est assommant ». L'humour, l'amour, ça tient à une voyelle. Et puis, il y a les exemples de l'italien très connu, traduttore, traditore. Le grec, soma, sema, le corps est un tombeau. Hein. Donc, on rapproche des signifiants pour établir un lien entre des signifiés. Donc ça, c'est la première procédure. Bon. Deuxième type de procédé, les procédés d'analyse syntagmatique. Alors, ce qui est en jeu ici, ce que Béglin décrit, ce sont non pas différents procédés, mais différentes caractéristiques du procédé, caractéristiques fondées sur des propriétés liées à l'axe syntagmatique. Alors, première caractéristique, une analyse inachevée du mot. Elle donne un exemple qui vient de Saussure à partir de calfeutrer. Alors, calfeutrer est issu d'un vieux verbe calfeuter. Et comment on a fabriqué calfeutrer à partir de calfeuter? C'est sous l'influence de feutre. Mais sans trop se préoccuper de ce que pouvait signifier cal. C'est un peu le même problème que ce qu'on a vu tout à l'heure à propos de inextricable, hein, par exemple. Bon. C'est-à-dire, on a des éléments résiduels qui ne s'analysent pas, mais bon, ça ne gêne pas l'interprétation. D'accord ? Même genre de problème avec choucroute.
qui vient d'une forme dialectale de l'allemand Sauerkraut, où Sauer signifie aigre, et a ensuite été déformé d'après chou, mais dans choucroute on entend chou. Tout le monde comprend que la choucroute c'est fait avec du chou. Mais ça ne gêne absolument personne qu'il y ait le mot croûte dans choucroute alors qu'il n'y a pas de croûte du tout dans cette affaire. Hein. Donc on voit bien que l'étymologie populaire se suffit d'une analyse partielle du mot. On n'a pas besoin d'une élucidation complète de tous les morphèmes composants. Il suffit qu'il y ait un indice qui permette d'accrocher de la signification. Alors, deuxième remarque, tout à fait juste et intéressante, l'idée que dans l'étymologie populaire, les morphèmes lexicaux sont privilégiés par rapport aux morphèmes grammaticaux. L'analyse de l'étymologie populaire s'attache beaucoup plus aux morphèmes lexicaux qu'aux morphèmes grammaticaux. Alors, elle donne comme exemple maisonnette. Alors, un enfant dit qu'une maisonnette, c'est une maison où il y a une sonnette. Bon. Pourquoi cet exemple renvoie à l'idée qu'on privilégie les éléments lexicaux? Eh bien parce que pour analyser correctement maisonnette, il faut repérer que est un morphème grammatical, hein, un suffixe diminutif. Et pour un enfant, c'est plus facile de reconnaître maison et sonnette. D'accord? Donc de reconnaître des éléments lexicaux. Parce que bien sûr, les unités lexicales ont un privilège dans les langues par rapport aux unités grammaticales, etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ce cours censé parler de la sémantique en général, je passe tellement de temps sur la sémantique lexicale, parce que c'est quand même le cœur du problème. Hein. Autre exemple du même genre, des exemples donc qui, paraît-il, étaient en vogue sous Louis XIII. La jeunesse, c'est l'âge où les jeux naissent. Hein. Donc vous voyez, là encore, au lieu d'analyser jeunesse avec une base lexicale jeune, l'adjectif jeune, et puis un suffixe qui transforme l'adjectif en nom, jeunesse, eh bien on analyse, on pratique une analyse qui dérive deux morphèmes lexicaux, jeune et je et naître. Hein. De même pour pantalon qui pend jusqu'au talon. Bon. Alors, j'ai noté comme un ajout que là aussi, on a typiquement un phénomène d'étymologie populaire exactement en parallèle à bikini. Aujourd'hui, on parle de pantacourt. Hein, et j'ai vérifié, oui, les sites internet de vêtements utilisent le terme pantacourt. C'est pas juste une fantaisie personnelle. Bon, mais pantacourt, c'est pas du tout une formation régulière, c'est une étymologie populaire. Vous savez sans doute que le mot pantalon vient du nom d'un personnage de la Commedia dell'arte, Pantalon, c'est un nom propre, Pantalon. Hein. Mais on a interprété Pantalon, c'était un personnage qui avait donc un vêtement, enfin, qui ressemblait à un pantalon, chose qui était anormale par rapport enfin, qui était un peu excentrique, disons, par rapport aux coutumes vestimentaires de l'époque. Bon, donc reconnaissable. Hein. Et ensuite, Pantalon, à partir du nom propre d'un personnage de la Commedia dell'arte, a pris par métonymie le sens de vêtements portés par pantalon. Hein. Donc un type de vêtements particulier. Mais les contemporains, et parce que le mot pantacourt, à mon avis, il est relativement récent, hein, je n'ai pas vérifié quand il apparaît dans les dictionnaires, mais là aussi, il est sans doute dans les dictionnaires, il n'est pas dans les fiches, je crois, j'ai avoir vérifié, mais dans les dictionnaires, sans doute, dans les dernières éditions du Petit Robert, c'est un mot qui apparaît sans doute, enfin, je n'ai pas vérifié, encore une fois, il faudra vérifier, mais en tout cas, le mot est attesté, là, j'ai vérifié sur les sites internet de vêtements. Pantalon a été interprété par étymologie populaire comme étant quelque chose de long. Du coup, pourquoi pas fabriquer pantacourt, hein. Mais c'est exactement la même. Alors, il se trouve que cette invention lexicale basée sur un genre d'analyse qui est quand même une réalité cognitive, parce que si ça a marché, si les gens ont perçu ce mot comme étant tout à fait naturel, le mot pantacourt, c'est qu'il était complètement compréhensible, c'est que notre système cognitif fonctionne de telle sorte que ça puisse marcher comme ça. Et peu importe l'étymologie. Personne n'a dit, ah là, au secours,
on dit Pantacourt, mais ça n'a aucun sens. Enfin, bon, peut-être un académicien pourrait dire ça, mais même pas. Je pense que les académiciens, aujourd'hui, sont suffisamment éduqués en linguistique pour être capables de comprendre que c'est un phénomène important, l'étymologie populaire, et que ce type de formation est tout à fait naturel. Mais au fond, du point de vue du processus, c'est le même processus qu'une invention enfantine. Un autre exemple que je n'ai pas noté ici, mais dont je me souviens là, c'est un enfant qui, vous connaissez le mot un raccourci, hein, et un jour, en se promenant avec lui, on ne prend pas le raccourci, on prend l'autre chemin, et ben, naturellement l'enfant l'appelle le rallonge-ci. Hein, bon, sauf que là, la différence, c'est que raccourci est bien formé sur court, mais que rallonge-ci, qui à la limite pourrait être c'est un mot possible, mais là, c'est pas une fausse étymologie. Hein. Donc à la limite, vous voyez, ce qui est curieux, c'est que rallonge-ci est plus vrai du point de vue de la construction linguistique que Pantacourt. Alors que Pantacourt existe et rallonge-ci n'existe pas pour l'instant, tout au moins. Bon. Bien, et dernier cas de figure, la tendance à justifier le signe par des propriétés externes, c'est-à-dire à chercher une motivation naturelle à des propriétés formelles. Là aussi, Béglin donne des exemples qu'elle emprunte à un ouvrage portant sur le métalangage de l'enfant, hein, la réflexion métalinguistique chez l'enfant, un ouvrage un petit peu ancien, mais bon, de 1980. Et des enfants disent que pain et train sont des mots longs, parce que une baguette de pain, c'est long. Un train, ça a des wagons, tout ça, c'est long. Donc forcément, les mots sont longs, quoi. Bon. Alors là, on voit une confusion. Mais il y a un exemple plus intéressant, je me demande si elle le donne, qui est l'adverbe compendieusement. Je ne l'ai pas noté là dans le PowerPoint, mais compendieusement est un mot très intéressant du point de vue de ce type de phénomène, parce que c'est un mot qui, à l'origine, signifie d'une manière brève, compendieusement, d'une manière brève, mais comme le mot est très long, ça a fini par signifier quasiment le contraire, c'est-à-dire d'une manière synthétique mais assez développée. Vous voyez, les propriétés matérielles du mot ont fini par changer. Il y avait trop de contradictions entre le sens du mot et sa forme. Vous voyez, hein. Donc compendieusement, un mot long pour désigner quelque chose de très court, au bout d'un moment, ce mot long désigne un truc de très long. Alors, quelques conclusions sur l'étymologie populaire. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au fond, tous les processus décrits par Béglin ne sont rien d'autre que des processus analogiques. Hein. Quand tout ce qu'elle décrit sous l'idée d'organisation des unités lexicales, c'est l'idée qu'on a une similarité entre des signifiants qui débouche sur une similarité entre des signifiés, donc c'est typiquement une analogie binaire. Et puis, quand elle fait l'analyse syntagmatique et qu'elle traite donc de ce qu'on vient de voir, il s'agit dans ce cas-là d'analogie proportionnelle, donc simplement d'iconicité diagrammatique. Dans le cas de l'analyse inachevée du mot, ça veut dire que, je l'ai signalé, qu'une similarité partielle suffit. Dans le cas du privilège des morphèmes lexicaux, c'est simplement, on a vu, les morphèmes lexicaux, les unités lexicales, ils véhiculent des catégories, donc forcément, ce sont eux qui sont privilégiés. Et puis, sur le rôle des propriétés externes, là, on a affaire à des analogies hétérogènes, forme-contenu, hein, comme dans le cas de compendieusement ou dans le cas de train et pain, qui sont longs parce que les réalités sont longues. Alors, ce qu'on peut dire pour conclure sur l'ensemble du chapitre consacré à cette question de la variation des degrés d'iconicité, c'est donc que le fait d'être un morphème, c'est-à-dire ce que on appelle ici avec apothéose la morphémicité, hein, la morphémicité, c'est une propriété qui est gradable, c'est-à-dire que quelque chose peut être plus ou moins un morphème. Hein. Il n'y a pas d'un côté les morphèmes et de l'autre côté des choses qui ne sont pas du tout des morphèmes. La réalité linguistique est beaucoup plus subtile que cela. Donc par exemple, les pseudomorphèmes qu'on a vus tout à l'heure ont moins de morphémicité que les morphèmes, par exemple. Alors, on a vu qu'il y a également une tendance générale
à donner un sens au signifiant. C'est ce qu'on a vu dans le cas de l'étymologie populaire. Et là, je vous donne une citation que j'aime bien de Damourette et Pichon. « Chaque Français sent en soi le pouvoir de donner du sens à des syllabes spontanément venues se présenter à lui, sans qu'il les ait auparavant jamais entendues employées par un autre. » Donc vous voyez cette tendance extrêmement irrépressible de l'être humain à donner du sens à ce qu'il entend. À donner du sens et même à en fabriquer là où il n'y en a pas. Par exemple, Eiffel effilé. Bon, dans tous ces cas, donc, il y a de la compositionnalité, donc de l'iconicité diagrammatique, dès qu'un lien peut être établi entre le sens de l'unité lexicale et le sens des constituants. Donc, pour moi, contrairement à ce que tente à dire Apotélos à certains moments, il y a de l'iconicité diagrammatique, même quand le morphème ne peut pas être analysé en détail comme un vrai morphème, etc. À partir du moment où il y a un indice qui permet de fabriquer du sens, eh bien, ça suffit pour qu'on puisse dire qu'il y a un phénomène cognitif, en tout cas, de diagrammaticité. Pardon. Alors, il me reste dans les 20 minutes qui suivent à traiter du dernier point qui me servira en même temps de conclusion sur tout ce chapitre que nous avons commencé au deuxième cours de l'année sur la sémantique lexicale. Donc c'est le point qui concerne les enjeux de l'emploi d'une unité lexicale et en particulier le problème des réseaux associatifs dans lesquels se situe une unité lexicale. Parce que jusqu'à présent, on a surtout vu que les unités lexicales étaient des dénominations, donc renvoient à des catégories avec toutes sortes de problèmes que ça peut poser. On a vu également, et c'est le sens de toute cette réflexion sur l'iconicité diagrammatique et les unités lexicales, c'est-à-dire que il peut y avoir plus ou moins de transparence des unités lexicales pour les comprendre, qui rend plus ou moins facile ou difficile leur compréhension par rapport à ces catégories, donc d'être capable de lier une unité lexicale à une ou plusieurs catégories, de trouver son sens, etc. Mais il y a un autre aspect qui est l'idée que chaque unité lexicale s'inscrit dans un réseau. Alors, je vous ai redonné ici ce schéma célèbre de Saussure qui disait, je le cite, « Le rapport syntagmatique est in presentia, il repose sur deux ou plusieurs termes également présents dans une série effective. » Donc sur ce schéma ici de enseignement, le rapport syntagmatique, il est représenté par les flèches horizontales. Donc là, vous allez avoir par exemple un enseignement de bonne qualité et du coup c'est une combinatoire sur l'axe syntagmatique du mot enseignement. Sur l'axe syntagmatique, on peut aussi analyser enseignement comme étant la combinatoire de enseigner et du suffixement. D'accord ? Donc, ce rapport syntagmatique, il est in presentia, il repose sur un ou de plusieurs termes également présents dans une série effective. Au contraire, le rapport associatif, qu'on a ensuite appelé paradigmatique, unit des termes in absentia dans une série mnémonique, c'est-à-dire mémorielle, mémorisée, virtuelle. Alors, par exemple, pour enseignement, le mot enseignement est associé à enseigner, enseignant, etc., tout ce qui a à voir avec la base enseignée, avec les termes qui renvoient à l'idée d'enseignement, c'est-à-dire apprentissage, éducation, à des mots qui comprennent le suffixe ement, sur une base verbale, mais qui n'ont aucun rapport avec l'idée d'enseigner, changement, armement, donc armer, armement, changer, changement, enseigner, enseignement. Donc ça, c'est l'étayage paradigmatique dont Apotélos parle. Et puis là, vous avez une simple ressemblance de signifiant. Clément, évidemment, il y a juste une ressemblance de signifiant avec enseignement. Justement, c'est pas formé sur un verbe, mais sur un adjectif, etc. Bon, donc le sens du suffixement est complètement différent du sens du suffixement dans changement ou dans armement. Bon,
Donc ça, c'est une série associative. Mais les séries associatives sont très vastes. Alors, je vais traiter donc de deux problèmes liés à l'emploi d'une unité lexicale. Les deux problèmes liés d'une part à la question de la catégorie, d'autre part à la question des réseaux associatifs. Alors, d'abord, donc, les problèmes liés à la dimension catégorisation des unités lexicales. Donc, vous vous souvenez, j'ai expliqué qu'une catégorie ou un concept, il a une intention et une extension. Et c'est là-dessus que les choses peuvent être intéressantes à commenter. Alors, j'ai pris un exemple là, qui est un exemple lié à la problématique de la population carcérale. Hein. Qui sont les délinquants qu'est-ce qu'on trouve dans les prisons, etc. Bon, alors il y a un certain nombre d'études de sociologues. Là, j'ai mentionné deux sociologues, Vacan, Western, qui sont respectivement à Berkeley et à Harvard, qui ont fait des statistiques sur la population carcérale aux États-Unis, et donc qui montrent qu'il y a une hyper-incarcération des hommes pauvres et non blancs. Pour les hommes noirs et son diplôme, dit Bruce Western, la possibilité d'être incarcéré au cours de leur vie est de 60%. Donc, grosso modo, si vous êtes un jeune homme, pauvre ou défavorisé, vous avez plus de chances que n'importe qui d'autre d'être incarcéré. Donc, si on veut simplifier pour les besoins de la démonstration, grosso modo, vous avez des ensembles. Je parle de l'extension des catégories, là. Hein. Population carcérale, pauvre, les Noirs pour les États-Unis, hein, qui sont trois catégories largement coextensives. On trouve les mêmes éléments dans les trois catégories. Hein. Donc, du point de vue référentiel, c'est-à-dire du point de vue, encore une fois, de l'extension de la catégorie, il est possible que, très souvent, pauvres, délinquants et noirs renvoient aux mêmes individus. D'accord ? Si j'emploie délinquant au sens de personne qui a subi une incarcération. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous entendez une généralité, par exemple pour des Américains, les délinquants sont majoritairement des Noirs, ou en France, les délinquants sont majoritairement des Arabes. Bon, c'est ce genre de choses qu'on entend, hein, Eh bien, au fond, c'est une généralité qui a exactement le même sens référentiel que de dire les pauvres sont majoritairement des Noirs, les pauvres sont majoritairement des Arabes. Puisque, en fait, la majorité des personnes qui sont en prison sont plutôt des gens pauvres. Donc, quand vous avez un groupe de personnes qui ont pour propriété, par exemple pour le cas français, d'être pauvres ou de milieux défavorisés, peu importe le nom, hein, mais disons pour simplifier, pauvres, issus de milieux pauvres, etc. Et puis par ailleurs, arabes, s'ils ont ces deux propriétés, vous pouvez référer à eux, qui sont référentiellement une seule et même chose, en utilisant l'une de ces deux qualités. D'accord ? Donc, quelqu'un qui dit les pauvres sont majoritairement des délinquants, les Arabes sont majoritairement des délinquants, il parle des mêmes personnes. Il dit la même chose du point de vue référentiel. Mais vous voyez bien que l'enjeu de la profération de la phrase est complètement différent. Je veux dire les pauvres sont majoritairement des délinquants, ça ne débouche pas sur une stigmatisation de la pauvreté. Ah bah les pauvres, hein. Alors que dire les Arabes sont majoritairement des délinquants, ou les Noirs sont majoritairement des délinquants, évidemment que ce sont des propos crypto-racistes, hein, bien sûr. Et l'argument qu'utilisent les personnes qui disent ce genre de choses en disant mais je dis pas des bêtises, bien sûr que les Arabes sont majoritairement des délinquants, regardez la population carcérale. Bah oui, effectivement, c'est vrai. Hein, c'est vrai, je veux dire, j'ai vérifié rapidement hier soir, majoritairement, il semble que les rapports indiquent que la population musulmane, arabe, etc., est majoritaire dans les prisons, en France.
Mais en même temps, ces mêmes gens viennent des classes défavorisées. Donc, vous voyez que l'enjeu la question de l'enjeu d'une dénomination, c'est pas seulement l'enjeu extensionnel de la catégorie, c'est-à-dire dire ce que je dis est vrai parce que le mot renvoie bien à ce que je désigne. C'est qu'en fait, pour désigner une certaine chose, plusieurs mots sont possibles. Et du coup, l'enjeu n'est pas le même. Le sens de ce que vous dites n'est pas le même. D'accord ? Donc effectivement, dire les pauvres sont majoritairement des délinquants et dire les arabes sont majoritairement des délinquants, c'est pas tout à fait la même signification, même si ça a le même sens référentiel. Donc ça veut dire que quelqu'un qui choisit une dénomination, il y a un enjeu éthique, si vous voulez. Si tu choisis tel mot, tu dois être capable de l'expliquer. Pourquoi tu utilises ce mot plutôt qu'un autre, et pas l'expliquer d'une manière extensionnelle, mais l'expliquer de manière intentionnelle. Or, en général, les personnes qui se sont spécialisées dans ce type de discours ne donnent pas les vraies raisons, puisque leurs raisons sont des raisons moralement condamnables. Alors, deuxième cas de figure, les problèmes liés au réseau associatif. Et là, je vais revenir sur un exemple que j'ai déjà traité, mais alors, j'avais pas envie, parce que ça m'embête de traiter de ce genre de choses, mais bon, en fait, il y a à nouveau eu des rebondissements hier sur ce genre de trucs. Hier, l'article Wikipédia de Nadine Morano a été complété de toute une tartine sur cette histoire. Bon, donc je me suis dit, c'est dans l'actualité, parlons-en. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le cas de Nadine, d'ailleurs on pourrait l'appeler Nadine Romano, comme ça, ce serait un personnage imaginaire, voilà, on va l'appeler Nadine Romano, qui a prononcé la phrase, une phrase dans laquelle elle dit que la France est un pays de race blanche. Bon, alors ça, ceux d'entre vous qui suivent un tout petit peu l'actualité ont dû voir que c'est une phrase qui a provoqué toute une polémique. Et ce que je vous avais déjà dit comme ça en passant dans un cours précédent, c'est qu'il y a d'abord là-dessus un faux problème qui est de discuter donc sur le caractère adéquat ou non de la dénomination au sens à nouveau extensionnel. C'est-à-dire que on peut utiliser des arguments scientifiques, génétiques, etc., pour dire qu'il n'y a pas de race humaine, etc., que le mot race est inadapté, etc., mais au fond, ça n'a pas d'intérêt dans un cas comme ça de contester l'usage du mot en termes de pertinence de la catégorie, parce qu'on est dans le discours politique, et le discours politique repose majoritairement, non pas sur la justesse référentielle de ce qu'il dit, puisque de toute façon la politique, l'économie, etc., ce sont des paris la plupart du temps, donc il n'y a pas de vérification possible de ce qui est dit. Je veux dire, dès qu'on vous donne des chiffres de tel ou tel truc, vous allez toujours trouver quelqu'un d'autre qui va vous dire les chiffres inverses, etc. Enfin bon, donc c'est extrêmement difficile d'avoir un sol stable. Donc le discours politique n'est jamais référentiel. Il n'atteint que très difficilement la réalité, et pas pour des raisons, disons, malveillantes c'est simplement parce qu'il ne peut pas, compte tenu de ce dont il parle. Donc, l'intérêt du discours politique n'étant pas un intérêt spécialement référentiel, bien qu'on ne puisse pas dire non plus complètement n'importe quoi, mais enfin, l'intérêt est surtout associatif. C'est-à-dire que ce que vise un homme politique, c'est à susciter l'adhésion auprès d'un public en réveillant chez lui des associations qui lui sont sympathiques. En gros, c'est ça, l'idée. Donc, il cherche l'adhésion via le déclenchement de valeurs communes. Alors, je fais une petite parenthèse parce que j'ai trouvé cette phrase, c'est tellement comique que je ne peux pas ne pas en parler. Alors, dans le Huffington Post du 29 octobre 2015, j'ai relevé la phrase suivante. Invité d'Europe 1 ce lundi, l'eurodéputé Les Républicains, donc Madame Romano, a dit ne pas regretter d'avoir parlé de race blanche pour évoquer la population française. En France, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. Qu'on arrête de nous parler de racisme s'il n'y a pas de race. C'est-elle emportée? Alors ça, c'est très amusant parce que là, on voit quand même à quel point il y a une ignorance crasse de certaines personnes du monde politique. Là, il y a une confusion patente entre le mot et la chose, puisque le mot racisme implique le mot race, bien sûr,
puisque c'est un dérivé, hein, dérivé par suffixation, c'est un cas classique comme on a vu. Mais le fait que le racisme existe ne prouve pas que les races existent au sens d'un concept utile pour la description des sociétés humaines. Hein. Je vous redonne ici la définition du racisme par le TLFI. Ensemble de théories et de croyances qui établissent une hiérarchie entre les races. La question n'est pas de savoir s'il y a ou il n'y a pas des races, la question du racisme est de savoir s'il y a ou pas une hiérarchie entre les races. Bon. Alors, ce que je veux dire là, au sujet des réseaux associatifs, c'est que on trouve très souvent dans les commentaires, j'ai un peu vérifié cela sur les réseaux sociaux, donc dans les commentaires, disons, contre les propos de Nadine Morano, disent d'une façon ou d'une autre, très souvent explicitement, que les propos de Nadine Morano renvoient aux heures les plus sombres de notre histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est que les propos racistes renvoient à des périodes que la France a connues, hein, pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale notamment, et même avant, hein, au moment de l'affaire Dreyfus, etc. Donc, période d'antisémitisme, voire donc les périodes, le nazisme en Europe pendant la période hitlérienne. Donc, cette notion de renvoi aux heures les plus sombres de notre histoire, vous voyez, c'est vraiment, c'est ça, les liens associatifs. Hein. Et ça, c'est une réalité aussi, on ne peut pas le nier. On ne peut pas nier que le mot race renvoie à ça. Alors, je vous donne des exemples empruntés à Céline. Donc, Céline, Louis-Ferdinand Céline. Alors, je précise immédiatement, là, je vous donne des phrases très antisémites de Céline, mais pour moi, Céline est un immense écrivain. Le Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, ce sont des œuvres majeures de la littérature française. Céline est un immense écrivain. Ça n'est pas parce qu'il a été antisémite et condamnable et condamné d'ailleurs à ce titre qu'on doit refuser son œuvre littéraire. Ça n'a aucun rapport. Hein. Je veux dire, il ne faut pas faire de moralisme mal placé. Céline est sans doute une ordure politiquement, mais c'est un génie du point de vue littéraire. Point, il n'y a pas à discuter là-dessus. Bref. Donc, il dit des choses comme ce que vous avez ici en projection. Hein, je ne lis pas le détail, vous voyez, c'est une utilisation extrêmement polémique et provocatrice du mot race. Alors, évidemment, quand on dit cela, il faut aller jusqu'au bout. Est-ce que ça veut dire que Madame Morano ou Madame Romano est nazie ou antisémite? Ben non, pas du tout. C'est pas le cas, il ne faut pas non plus délirer. Hein. Parce que, au fond, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre enjeu, et c'est là où elle s'insère, d'une certaine façon, c'est l'enjeu de ce qu'on appelle le politiquement correct, c'est-à-dire le fait que la parole politique soit un peu muselée, qu'on fasse attention à ce qu'on dit, etc. C'est ce qui a d'ailleurs justifié son soutien par lui aussi, qui est peut-être un peu douteux politiquement, mais qui n'est pas douteux comme immense acteur, tout au moins dans ses débuts. Donc voilà, Nadine Morano a des couilles de tenir comme elle tient et de dire « je vous emmerde tous, je dis ce que je pense, je continuerai à le dire ». Donc ce que Delon valorise ici, c'est qu'elle ait le courage d'utiliser le mot race. D'accord ? Alors, conclusion. C'est un autre enjeu de l'emploi d'une dénomination. D'accord ? Dans le cas d'une dénomination, on peut, et c'est le cas ici, affronter l'interdit qui pèse sur une dénomination. Il y a des dénominations neutres et il y a des dénominations axiologiques qui sont porteuses de valeur. Hein. Alors bon, il y a des interdits qui sont socialement normés. Par exemple, les insultes, tout le monde les reconnaît comme telles, mais tout le monde les utilise. Et puis, il y a la législation. Il y a des cas où, si vous dites certaines choses, vous êtes condamné. Vous trouvez ici, je ne les commente pas, une liste de cas. Alors, dans le cas de Madame Romano, il s'agit, c'est ce que vous avez sous le point B, d'interdits idéologiques plus ou moins partagés par une communauté. Hein. On pourrait trouver un peu la même chose dans le cas de provocation artistique. Alors, quel est l'objectif de ce type de transgression? Évidemment, c'est d'être entendu, c'est qu'on parle d'elle, de Madame Romano. Hein. Madame Romano, elle veut qu'on parle d'elle, donc elle fait de la provocation verbale. Ça renvoie à quoi comme phénomène linguistique? Ça renvoie au phénomène général de l'expressivité.
Hein. C'est-à-dire qu'on cherche toujours, dans une espèce d'habituation du langage d'un certain type, on va chercher à dire, à parler d'une autre façon. Hein. Et c'est ça l'expressivité en très résumé. Alors ce qu'on pourrait ici se demander, c'est tout de même quel progrès intellectuel ou politique cette expression apporte-t-elle? Bon, alors je ne vais pas épiloguer, mais pour une partie de la population dont Madame Romano est une représentante, c'est une lutte nécessaire contre les préjugés qui empêche de percevoir la vraie réalité. Mais bon, quelle réalité? C'est le fait qu'il y ait trop d'étrangers en France, etc., etc. Bref, cette réalité, on peut douter qu'elle soit effectivement une réalité, mais ce dont on ne peut pas douter, c'est qu'il s'agit d'une représentation partagée par une partie de son électorat. Et puis pour les opposants à Madame Romano, eh bien cette transgression, c'est soit une erreur, soit une régression politique ou intellectuelle, soit une sottise pure et simple qui ne mérite pas qu'on en parle. Alors ce que je dirais, juste pour conclure, et j'arrête le cours ici, c'est que globalement, on peut bien sûr déplorer la pauvreté du débat politique de notre époque, parce que qu'on soit amené à parler du fait de savoir si on peut parler de race blanche ou pas à partir du cas de Madame Romano, c'est assez pitoyable du point de vue de l'ampleur du débat politique, de la portée, de l'intérêt intellectuel du débat politique. Mais ce serait un peu facile de se contenter de dire cela. Ce qu'il faudrait, c'est quand même essayer d'analyser pourquoi aujourd'hui, et ça n'est pas seulement en France, le débat politique est si pauvre intellectuellement, si peu. Qu'est-ce que ça veut dire pauvre intellectuellement? Ça veut dire qu'il ne monopolise pas des concepts de l'intertextualité avec des idées philosophiques, politiques intéressantes, etc. Il n'y a rien, il n'y a pas d'épaisseur, si vous voulez, du discours. C'est un discours qui est lié à la momentanéité des enjeux électoraux, etc., etc. Bon, bref, mais il y a sans doute des explications intéressantes, et c'est ça, à mon avis, le problème à aborder. Voilà, merci de votre attention, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de sémantique grammaticale.